Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. C'est toujours le cas en 2026, hein, vous inquiétez pas, on est toujours première. Qu'est-ce que je raconte, ça commence bien. En tout cas, on s'appelle toujours Anna et Fanny. Et on va peut-être commencer par vous souhaiter une très bonne année 2026. Et bonne année. En ce début d'année, c'est l'heure des bilans. Et donc, c'est parti aujourd'hui pour notre petit bilan annuel de l'année écoulée. Donc, bilan 2025 de tout ce que nous avons vu en matière de comédie musicale, à la fois au cinéma et sur scène. Alors, nous allons commencer cette année, on change un peu chaque année. Là, on commence par le cinéma, et par le cinéma en salle. Et parmi ces films que nous avons vus en salle, 2 films français. Eh oui, c'est déjà une prouesse en soi qu'il faut saluer. C'est clair. Et donc, le premier d'entre eux, c'est le film Dans la cuisine des Nguyen, un film français, donc sorti le 5 mars, réalisé par Stéphane Lee Kwong. Oui, alors Stéphane Lee Kwong, on le connaît depuis pas mal de temps, donc il est réalisateur, il est aussi comédien, il avait un petit rôle dans Emilia Pérez, il jouait le médecin lorsque Zoé Saldana va poser des questions sur la mammoplastie, la vaginoplastie et tout ça. Il est aussi metteur en scène de théâtre et de comédie musicale en particulier. Je me souviens que j'avais vu sa mise en scène de Edges, la comédie musicale de Pasek et Paul en 2013 à Paris. Il est aussi connu pour la comédie musicale qu'il a pour le coup écrite et mise en scène, Cabaret Jeune Citron, qui parlait de Yvonne Nguyen, une jeune femme française d'origine vietnamienne qui veut devenir une star de comédie musicale. Et donc le film, Dans la cuisine des Nguyen, est une prolongation de cette thématique, avec la même héroïne qui était déjà à l'époque jouée par Clotilde Chevalier, qui ici reprend son rôle au cinéma. Tu l'avais vu, toi, Cabaret Jeune Citron ? Non, je me souviens d'avoir entendu des extraits dans 42e rue, mais c'est tout. Ouais, vraiment, là je regrette, du coup. Je sais pas si ça va se rejouer un jour, mais j'aurais été assez curieuse de découvrir cette histoire sur scène. Alors, moi, personnellement, la version cinématographique, j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai même adoré. J'ai trouvé ça à la fois hyper drôle et hyper touchant. J'ai été très agréablement surprise en le découvrant en salle. Enfin, pas tellement surprise, hein, parce que on m'avait dit que c'était très bien. Mais voilà, j'ai vraiment adoré en salle et j'ai adoré le revoir là à la télévision pour préparer l'épisode. Et c'est vraiment très rare que je regarde un film que j'ai récemment vu en salle. Je tiens à le saluer. Moi aussi, je suis d'accord avec toi, je trouve que le film est ultra plaisant. Et il est vraiment pour les fans de comédie musicale, je sais pas comment dire. Merci à Stéphane Lee Kwong d'avoir fait ce film pour nous représenter. C'est quand même assez agréable. On s'identifie pas mal à l'héroïne à ce niveau-là, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi pas mal de petites blagues, même sur le milieu de la comédie musicale, on va y revenir, qui fonctionnent, je pense, particulièrement bien à destination des fans. Hein. Oui. Clairement, dans la salle, j'étais la seule à rigoler à certaines blagues. De manière générale, d'ailleurs, j'ai trouvé ça très drôle, que c'était vraiment très très bien écrit. Il y a quelques répliques vraiment marquantes, je trouve. Par exemple, une vietnamienne dans une comédie musicale, c'est comme un éléphant qui fait des nems, c'est super, mais ça n'existe pas. Enfin, il y a pas mal de punchlines de la mère de Yvonne qui sont assez savoureuses. Et même s'il y a vraiment cette dimension comique, il y a, comme je disais tout à l'heure, des aspects hyper touchants et émouvants dans le film, et ça fonctionne vraiment bien dans les 2 registres. Oui, je suis assez d'accord, même si après parfois il y a quelques éléments qu'on pourrait trouver un petit peu prévisibles, un peu attendus, mais il arrive à chaque fois à les twister pour que ça devienne finalement très fin, très émouvant, et on s'identifie à l'héroïne, comme je le disais, tout en comprenant aussi ses problématiques spécifiques, comme le fait qu'elle subisse les stéréotypes envers les personnes asiatiques, et aussi sa relation assez complexe avec sa mère. Oui, j'ai trouvé ça très juste sur les relations mère-fille, la force du lien entre les deux, la difficulté aussi à communiquer, à se dire les choses simplement. Et j'ai bien aimé plusieurs moments, en fait, des personnes d'origine asiatique parlent des mères vietnamiennes comme étant particulièrement dures, particulièrement aussi peu aptes à exprimer leur amour envers leurs enfants. Et ça m'a aussi beaucoup refait penser finalement à Crazy Ex et tous les stéréotypes autour de la mère juive, où vers la fin de la saison, la série conclut que c'est peut-être finalement un truc de mère tout court et pas spécialement d'une certaine origine ou voilà, ou élevée dans une certaine culture. Donc ça m'a fait un petit peu repenser à ça.
Même si je ne doute pas qu'il y a sans doute des traits très particuliers aux mères vietnamiennes. Ouais, et ce qui est sur la mère que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est cette langue qu'elle parle, qui est une sorte de mélange en fait finalement entre le vietnamien et le français. C'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vu au cinéma. Cette femme voilà qui vit en France depuis longtemps, mais qui est vraiment toujours dans sa culture, dans sa langue. Je trouve ça vraiment précieux en fait que Stéphane Lee Kuang ait pu parler de ce sujet-là, de cette communauté-là, parce que c'est en fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. Moi, dans le cinéma français, quelque chose sur la communauté vietnamienne en France, j'avais jamais vu. Donc vraiment, c'est très précieux. C'est très précieux que ça existe, je trouve. Je me demande dans quelle mesure le film a eu un écho auprès de la communauté vietnamienne en France, justement. Je sais que Bin, quand il avait vu le film en avant-première, il m'a dit non, mais ça a vraiment bien marché auprès des Vietnamiens de France, mais je sais pas si ça a été le cas, parce que c'est vrai que c'est une image rare et précieuse de représentation, mais je sais pas du tout. Bonne question. En ce qui concerne les numéros musicaux, c'est vraiment marrant parce qu'en fait, ils sont presque tous ultra méta, puisqu'ils parlent de comédie musicale, en fait. Ils parlent de la passion de l'héroïne du film pour la comédie musicale. On n'a pas beaucoup vraiment de chansons sur ce qu'elle ressent, sur ses dilemmes moraux, ses dilemmes de travail, en lien avec sa famille et tout. Même si c'est vachement abordé par le film, c'est pas vraiment l'intérêt des numéros musicaux. Et les numéros musicaux vont vraiment être sur qu'est-ce que c'est que la comédie musicale et pourquoi c'est génial. Alors je me dis peut-être que le contre-exemple, c'est la fameuse chanson d'audition où on lui demande de chanter un truc en vietnamien et du coup elle dit des trucs random, soit des bribes de ce que lui a dit sa mère dans les scènes précédentes, soit des commandes de cuisine, parce que sa seule expérience du vietnamien c'est en cuisine. Et dit l'addition pour la table 12, je sais pas quoi, donc ça c'est extrêmement drôle. Et la chute, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle vietnamien, mais heureusement pas quelqu'un qui fait partie du jury, mais qui a bien compris qu'Yvonne n'était pas du tout bilingue, contrairement à ce qu'elle le prétendait. Dans les numéros musicaux qui m'ont aussi marqué, j'ai trouvé que le numéro d'ouverture était vraiment bien réussi, un petit peu dans le style Good Morning Baltimore, parce que précisément, on l'accueille, au pied du lit, puis elle va danser sur une place de Montmartre avant de se réveiller, puisque la vie n'est pas une comédie musicale, et ça pose un peu le dilemme du film. Et j'ai trouvé que sur la manière dont il filmait la scène de danse devant, sur la petite placette de Montmartre, là, devant un théâtre, je trouvais qu'à ce moment-là, il y a eu une petite vibe, Lorraine ne sait pas chanter. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais pas si tu as trouvé aussi, mais voilà, façon de filmer ce numéro-là. J'ai pas forcément pensé, donc je précise pour ceux qui savent pas et qui doivent être nombreux. Lorraine ne sait pas chanter, c'est un court-métrage musical que j'ai réalisé il y a quelques années. Mais Camille Nevers, dans sa critique dans Libé, a aussi fait une référence à mon court-métrage en lien avec Dans la cuisine de Nguyen. Donc il doit y avoir une vibe commune. Et de manière générale, j'ai trouvé que tous les numéros musicaux étaient sympas, très bien filmés. Oui, même presque certaines fois, j'ai trouvé qu'ils étaient un poil trop courts. Hein. Ça m'a un peu frustrée. J'ai aussi beaucoup aimé les numéros musicaux, mais finalement, mon préféré, je crois que c'était ce moment très simple, qui est le cha-cha avec son ami dans le restaurant familial. Ça m'a beaucoup, beaucoup ému et surpris aussi, sans doute, du fait de ce lieu inattendu, de ces personnages qu'on a rarement vus au cinéma. Enfin, je sais pas, ça m'a beaucoup touchée. Moi, j'ai bien aimé le dernier, celui du générique, en fait. Hyper entêtant après, dans la cuisine des Nguyen. Dans la cuisine des Nguyen. Voilà, qui est un peu, on imagine, le spectacle qu'elle fait après. Oui. Son spectacle à elle, quoi. Comme vous l'avez compris, mais on n'a pas encore prononcé le mot, Dans la cuisine des Nguyen, c'est un film complètement backstage. Puisque ça nous plonge vraiment dans le quotidien d'une intermittente qui cherche à percer dans le milieu de la comédie musicale en France. Et ça, c'est vraiment très, très spécifique au film. Ça montre aussi cette coexistence en France de différentes formes de comédie musicale, un peu les différentes facettes du genre et les différents types de productions, les tout petits spectacles pour enfants qui se jouent pour 10 € de recettes dans des théâtres qui accueillent aussi des stripteaseurs. Oui, c'est vraiment cette économie très, très précaire de tout ce théâtre musical-là. L'idée que Disneyland Paris, ça dépanne aussi pour faire ses cachets et cumuler des heures quand on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Et aussi cette économie des gros spectacles commerciaux qui se jouent longtemps, qui ont des tournées internationales. Et d'ailleurs, quand elle parle des différents spectacles un peu de ce type qui se montent, elle parle de Bernadette Soubirous, l'opéra rock, et Jeanne d'Arc Superstar. On sait plus vraiment démêler le vrai du faux, du ridicule, dans
dans ce type de production, parce qu'il me semble que Bernadette Soubirous, il y a une comédie musicale. Je crois pas que ça s'appelle Bernadette Soubirous, l'opéra rock, justement, mais... Bernadette de Lourdes, je crois. En dehors du côté un petit peu parodique, etc., c'est aussi très juste, hein, je trouve, sur le monde du théâtre, les difficultés des comédiens et des auteurs-autrices de théâtre pour percer, pour réussir à faire produire ces petites pièces dans des petits théâtres, les auditions absolument galères, etc. On arrive à être plongé finalement dans la vie des comédiens-comédiennes qui essaient de faire leur vie avec ça, mais qui n'ont pas particulièrement de succès et qui cherchent à percer. Enfin voilà, je trouve qu'on est vraiment dedans. On a aussi donc, avec cette spécificité de cette comédienne d'origine vietnamienne, tout un aspect sur le racisme ordinaire finalement de la profession, de certaines personnes de la profession, on va dire, qui sont notamment incarnées par un personnage qui est joué par Thomas Joly. Mais oui, qui est absolument excellent en metteur en scène pétri de stéréotypes néocoloniaux. Le moment où il dit « Je vois une Asie éternelle, des geishas, la pièce Tiananmen », je me dis « Mais quoi ?» Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à un moment donné, elle lui rentre un peu dedans sur ça. Je m'en souvenais pas que assez tôt, elle lui dit « Mais c'est n'importe quoi !» Ah ouais, c'est complètement pointé du doigt, ouais. Et lui, tout de suite, il se dit « Ah oui, mais je pense pas à mal. » Enfin, c'est vraiment cette idée du racisme ordinaire qui, qui pense pas à mal, mais qui est accablant, quoi. Oui, c'est exactement ça, parce qu'évidemment, c'est caricatural pour créer de la comédie, avec, comme tu dis, toutes les références, puis cette chanson complètement cliché, hein, qu'on lui demande aussi de faire, pleine de références asiatiques, voilà. C'est effrayant. Mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose de réel, hein, ce perso du metteur en scène qui finalement n'est pas méchant, mais qui perpétue des stéréotypes par son ignorance totale, quoi. C'est comme tu disais, ce racisme qui est chez tout le monde, un truc un peu systémique, qui est vraiment bien présenté via une vision assez humoristique, mais très juste. Une autre chose que j'ai trouvé assez juste, c'est le personnage de l'ami d'Yvonne, qui est asiatique et qui est aussi homosexuel. Et qui est très bien, j'ai trouvé assez intéressant comme personnage, parce qu'on nous présente Yvonne comme étant plutôt en crise, se posant des questions sur quelle est son identité, cherchant sa place finalement dans le monde de son travail, en France, enfin c'est assez intéressant. Alors que lui, ce mec, il dit tout de suite qu'il est très en paix avec son identité. Il voit pas pourquoi il pourrait pas être asiatique et homosexuel, et qu'il assume tous les aspects de son identité, et j'ai trouvé que c'était intéressant cette confrontation de deux façons de vivre son identité finalement. Oui, parce que c'est lui aussi qui, comme on comprend que c'est des amis d'enfance en fait, parce que leur mère se connaissent très bien. Et c'est lui qui lui rappelle aussi, je sais pas comment dire, mais les trucs vietnamiens qu'ils faisaient quand ils étaient petits. Enfin voilà, notamment il parle de spectacles vietnamiens à un moment donné, je pense où ils étaient inscrits tous les deux, où ils devaient, j'imagine, chanter et danser en costume traditionnel ou des choses comme ça. Et j'aime bien un peu dans la même idée cette scène où donc Yvonne et Georges, cet ami, vont avec leurs mères respectives voir un concert Truc Dao, qui est donc une chanteuse vietnamienne, une sorte de diva de légende. Alors je me suis demandé si elle existait vraiment, mais je crois comprendre que c'est une chanteuse fictive. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la vraie qu'ils ont recrutée? Mais non, comme on connaît pas, tu vois. Et je trouvais ce moment hyper touchant, voilà, avec les mères qui se mettent vraiment sur leur 31 et leur envie d'aller donc dans ce cabaret où il y a des soirées, j'imagine, vietnamiennes. Ils parlent du cocktail au litchi avec la petite ombrelle. Enfin, et tu sens qu'il y a quelque chose de à la fois, je sais pas comment dire, mais j'ai trouvé ça très touchant, d'un truc qui leur rappelait leur enfance, ou à des sortes de rites un peu d'une communauté, ou qui se retrouvent dans des lieux spécifiques, où tu vois quand même eux finalement qui fréquentent, je sais pas comment dire, j'imagine tout un écosystème hors de leur communauté vietnamienne d'origine, aiment à se retrouver dans ces espaces-là. Enfin, je sais pas, mais j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de super juste à ce moment-là. Et en plus, à ce moment-là, on aperçoit aussi le prochain personnage dont on va parler, de Phu Phen, qui est donc une autre artiste de comédie musicale, qui est aussi là avec sa mère à elle. Enfin, je sais pas, je trouvais que cette scène-là était hyper touchante. Et en plus, l'artiste donc est introduite par Stéphane Lee Kwong, qui fait un petit caméo à ce moment-là. Oui, et donc sur ce que tu viens d'annoncer, donc ce personnage de Phu Phen, donc qui est une sorte de concurrente d'Yvonne, puisque c'est aussi une comédienne de comédie musicale, aussi d'origine vietnamienne, et donc forcément, elles vont sur les mêmes rôles et on les appelle sur les mêmes rôles. Donc ce personnage qui est joué par Leana Shea,
Je l'ai trouvé vraiment pas mal parce que donc elle adopte une attitude différente de Yvonne par rapport à cette question des stéréotypes qu'on lui demande de jouer, etc. On comprend son point de vue. Elle accepte de jouer des rôles caricaturaux parce que, entre guillemets, il faut bien bouffer. Et c'est pas montré comme négatif, c'est simplement un autre choix, une autre façon de s'adapter à ce monde plein de stéréotypes et plein de discriminations. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au début, c'est un peu la concurrente, un peu méchante, etc., typique des films backstage. Et le personnage se complexifie à mesure que l'histoire avance, c'est très bien fait. Ouais, j'ai trouvé ce personnage, moi aussi, vraiment bien, parce qu'elle dépasse, finalement, cet emploi de tueuse auquel aurait pu être cantonnée. C'est comme ça qu'un autre personnage l'a décrit dans le film, la meuf hyper sûre d'elle-même, qui cartonne dans toutes les auditions. Et sur la question de l'accent, parce que voilà, l'ultime tour d'audition, elles doivent toutes les deux chanter la fameuse chanson du personnage de Fleur de Lotus du spectacle de Thomas Joly. Et Foo-Fan fait le choix de chanter cette chanson avec un accent vietnamien, j'imagine. Enfin, j'ai envie de dire presque un accent asiatique, mais bon, je pense à un accent vietnamien très prononcé. Et Yvonne semble surprise et lui dit « Mais t'as pas peur que ça fasse ridicule ?» Et là, elle lui répond « Mais en fait, mes parents parlent avec cet accent-là et je les trouve pas ridicules. » Et c'est vrai que ça m'a fait repenser finalement même j'ai envie de dire / notre politique un peu anti-accent. En tout cas, dans le contexte de ce spectacle-là, pourquoi effectivement le personnage parlerait un français impeccable? Enfin voilà, si on comprend bien, a priori Casanova se balade un peu partout dans le monde et j'imagine fait tourner toutes les têtes des femmes qu'il rencontre. Donc voilà, s'il rencontre une vietnamienne, a priori, enfin bref. Je dis oui, pourquoi est-ce qu'on trouve ça ridicule? Et c'est quelque chose qui à ce moment-là touche beaucoup Yvonne. Bref. C'est un des moments, effectivement, qui fait un peu réfléchir à cette question de la manière dont on représente les personnes non blanches, on va dire, au théâtre et au cinéma. Et dans le genre personnage très bien, mais plutôt du côté marrant, c'est celui de la chorégraphe, qui n'arrête pas de parler des rôles prestigieux qu'elle a joués dans sa jeunesse. Ah oui, tu savais que j'ai joué Anita à Strasbourg, j'ai joué Grisabella à Montpellier aussi, enfin c'est assez marrant ça. Ah ouais, absolument hilarante. Et on voit en plus qu'elle saoule toutes les personnes qui l'entourent. Oui. Et de manière générale, j'ai trouvé que les 2 scènes d'audition de danse de groupe étaient super bien filmées. Enfin, qu'il y avait vraiment quelque chose de l'énergie du groupe, de la difficulté aussi de réaliser ce type d'audition. Je voulais aussi mentionner les scènes de cuisine, puisque je sais plus si on l'a dit, mais donc la mère d'Yvonne tient un restaurant. J'aime bien aussi d'ailleurs comme elle lui dit à la fin au personnage de Thomas Joly, non, il faut que je revienne à mes racines, il faut que je retourne d'où je viens, dans la baie d'Alang à Torcy, puisque la baie d'Alang c'est le nom de sa mère. Et donc il y a beaucoup de scènes où les deux femmes sont en train de cuisiner, de préparer notamment des nems, de rouler beaucoup de nems pour le restaurant, parce que la mère d'Yvonne a décrété que les Français, ce qu'ils voulaient, c'était manger des nems. Donc voilà, ils fabriquent des nems à la chaîne. Et ça montre bien aussi ce qui se joue de l'identité dans la cuisine, sans doute encore plus dans le cas des Vietnamiens en France, bien évidemment. Le temps aussi qu'on doit passer à la cuisine, que c'est aussi un vrai travail, aussi, de s'appliquer à préparer les repas. Et dans les fun facts rigolos, apparemment Clotilde Chevalier était à présent chef de cuisine et qu'elle a donc dû faire semblant, entre guillemets, de pas savoir cuisiner, puisque en réalité c'est maintenant sa profession. Ah, c'est génial, je savais pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Et un dernier point que je voulais soulever, c'est parce que ça me touche personnellement, mais j'étais très heureuse de voir une actrice de mon âge avec un physique, on va dire, similaire au mien, en grosso modo, qui est pas spécialement mince, mais que ça soit pas un enjeu, que ça l'empêche pas de prétendre à un rôle romantique, que ça n'empêche pas d'avoir une vie amoureuse potentiellement, même si dans l'intrigue du film, c'est pas ce qui intéresse le personnage à ce moment-là, donc il n'y a pas d'intrigue amoureuse. Voilà, personne lui fait de remarques sur son physique, en dehors bien sûr de toute la question du fait qu'elle est d'origine asiatique. Et voilà, ça fait partie des nombreux aspects du film qui sont rafraîchissants et intéressants et qui font du bien, quoi. Donc voilà, on vous le conseille grandement. Donc voilà pour le premier film français de l'année. Et le deuxième, c'est Partir un jour, réalisé par Amélie Bonin, qui est sorti, lui, au mois de mai, au moment du Festival de Cannes. C'était même le film d'ouverture du festival. Pour ma part, je l'ai pas vu en salle, je l'ai vu assez récemment, en fait, je l'ai rattrapé sur Canal+. Alors, Partir un jour, il est adapté du court-métrage du même nom, d'Amélie Bonin, qui avait eu le César du meilleur court-métrage en 2023 et que j'avais beaucoup aimé.
Alors, le pitch de ce film, une gagnante de Top Chef montée à Paris et qui s'apprête à ouvrir un restaurant gastronomique revient quelques jours dans sa province natale où ses parents tiennent un restaurant routier. Elle revient notamment parce que son père a des problèmes de santé et qu'elle doit à la fois vérifier que ses parents vont bien et aider un petit peu au fonctionnement du restaurant. Encore un film de restaurant. J'ai pas fait C'est vrai, la comédie musicale et la cuisine. Est-ce qu'il y a un lien qui fait que ça facilite? Waitress également. Oui. Sweeney Todd. Pardon, donc revenons à Partir un jour. Donc c'est un récit intime qui va se présenter sous forme de jukebox musical avec des tubes de la chanson française, on va y revenir. Je trouve, alors j'ai bien aimé le film, je trouve que le passage au long métrage banalise un peu le projet, même si le film conserve beaucoup de charme. Donc on a toujours le même concept d'un personnage qui rentre dans sa campagne natale pour retrouver ses parents et aussi retrouver un amour de jeunesse qui lui est resté dans la ville d'origine. Avec, dans le long métrage, cet ajout de l'univers de la cuisine, puisque ça va jouer sur la question des oppositions de classe sociale qui vont s'incarner dans les différents types de cuisine qu'on peut faire et qu'on peut apprécier. Il y a un changement intéressant par rapport au court-métrage, parce que dans le court-métrage, c'était le personnage masculin, incarné par Bastien Bouillon, qui rentrait dans sa ville natale, et c'était un écrivain, donc rien à voir. C'était un écrivain qui venait de faire un premier roman à succès, et qui rentrait dans sa ville voir les gens qui considéraient qu'il était devenu un peu snob, etc. Donc voilà, changement de perspective finalement. Ce film, je l'ai vu dans le contexte du Festival de Cannes, contexte où il y a un public international qui est là, et j'arrêtais pas de me dire, mais que vont comprendre, que vont penser les journalistes étrangers? Toutes les références, pas seulement les chansons, hein, pas seulement Claude Nougaro, pas seulement Yannick, pas seulement, je sais plus tous les trucs qu'on entend, Benabar, enfin c'est improbable, qui sont quand même, à mon avis, pas très connus à l'étranger. C'est pas seulement ça, c'est aussi même les références dans l'histoire, notamment... Elle est gagnante de Top Chef, donc elle a régulièrement Philippe Etchebest au téléphone. Est-ce que les étrangers savent qui est Philippe Etchebest? Il y a des blagues sur Maïté, enfin voilà, c'est très très français quoi. C'est pas un truc en soi, mais je me souviens qu'au moment où je l'ai vu, je me suis dit, mais les pauvres journalistes étrangers, ils doivent rien capter. D'ailleurs, les critiques étaient un petit peu tiédasses, les critiques internationales sur le film au moment de l'ouverture de Cannes. Mais je trouve ça bien qu'il y ait cet ancrage français. Et j'aime bien l'idée de ces chansons qui sont tellement ancrées dans notre culture française que c'est comme si elles sortaient des personnages naturellement, quoi, comme si ça faisait partie de leur langage finalement. Oui, c'était vraiment des chansons connues au sens où même moi je les connaissais, qui n'ai absolument aucune culture en matière de chansons françaises. Et ce qui distingue, je trouve, d'autres jukebox musicals un peu qu'on a déjà eu en France du même type, c'est le fait qu'elles sont vraiment chantées par les acteurs. Je pense notamment on connaît la chanson d'Alain Resnais, où là, c'était les versions originales des chansons qui étaient passées et les acteurs qui faisaient du playback. Là, les chansons sont réinterprétées par les acteurs avec une voix qui est rarement une voix de chanteur. Hein. Aucun ne chante vraiment très bien. C'est vraiment des gens qui, des gens qui chantent avec leur voix parlée. Et ça permet des assez bonnes transitions avec les parties parlées dans la plupart des cas. Même si, voilà, je pense que c'est peut-être un peu inégal de ce point de vue-là, mais ça m'a quand même pas trop choqué cette question des transitions, qui parfois peut être d'autant plus délicate que la chanson est connue. Enfin, tu vois, il y a un effet d'incongruité qui peut être d'autant plus grand. Oui, il y a des petits moments où les transitions sont un peu gênantes. Par exemple, au début, la chanson « Alors on danse », j'y ai pas trop cru. Ou encore le moment où le personnage de la femme du love interest, joué par Bastien Bouillon, se met à chanter la chanson de Benabar « Je suis de celle ». J'ai pas trop cru à ce moment-là non plus. Ah, moi, je trouvais que ça fonctionnait pas mal. Celui-là m'a plus convaincu. Ok, bon c'est aussi subjectif, hein. Est-ce qu'on arrive à croire à la transition, à l'émotion du personnage au moment qui lui permet de basculer? C'est toujours pas évident à gérer, c'est même, je trouve, moi, le plus difficile à faire dans une comédie musicale, hein, cette question de la transition, du passage de la parole au chant. Alors musicalement, c'est marrant parce que ça parle surtout à une génération qui est la nôtre, hein. La nôtre, voire un peu plus. Je crois que je sais plus quel âge elle a exactement, Amélie Bonhomme, mais genre 42, 43. Mais voilà, avec des refs musicales, on va dire, début année 2000, Femme Like You de Camaro, ces soirées-là de Yannick. Mais c'est marrant parce que les personnages des parents, eux, ils ont des chansons plus anciennes finalement, parce que la mère, elle chante du Dalida, et le père chante du Nougaro. Voilà, enfin, il y a un truc un peu intéressant sur comment la voix du personnage sortirait via quelle chanson, via quel artiste.
Et c'est assez bien réfléchi. Il y a des passages aussi un peu rigolos. Certains passages sont vraiment très courts, juste un bout de la chanson, avec finalement le seul où on a vraiment la chanson de manière, on va dire, extensive, et qui va ressembler à un vrai numéro, c'est justement ces soirées-là. Oui, moi clairement j'ai trouvé que c'était le numéro qui se démarquait de l'ensemble du film, qui fonctionnait très bien, bon déjà parce qu'évidemment la chanson est entraînante, et aussi parce que pour le coup elle est assez bien intégrée à la diégèse, parce qu'à ce moment-là ils vont en boîte de nuit, donc voilà il y a quelque chose qui fonctionne tout à fait, et en plus la chanson permet de faire un peu progresser l'action et le récit de manière un peu elliptique, enfin ça fonctionne vraiment bien. J'ai trouvé que celui-là fonctionnait particulièrement bien. Pardon, je vais partir en digression solo un peu, mais ça m'a un peu questionné sur la question du dispositif de comédie musicale dans le film. Il est très original, en même temps, parfois il est complètement incohérent, je sais pas, enfin ça m'a posé des questions. Plusieurs fois le personnage, donc pardon, on l'a pas dit, le personnage principal interprété par Juliette Armanet, elle se met à chanter avec le personnage qui lui adresse une chanson. Donc à un moment, quand il chante Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, quand elle chante avec sa mère, donc Parole, Parole, quand elle chante Cécile, donc c'est le prénom de l'héroïne, Cécile de Claude Nougaro avec son père. Donc c'est comme si elle entendait les chansons et qu'elle les connaissait. Donc on est dans un monde parallèle finalement où les chansons populaires seraient une manière comme une autre de s'exprimer. Donc évidemment ça fait penser aussi, comme tu l'as dit, à On connaît la chanson. Mais il y a vraiment des moments assez amusants de jeu sur ce dispositif-là. Celui où on entend les premiers accords reconnaissables de la chanson Je l'aime à mourir de Cabrel. Et le personnage donc du mec de l'héroïne s'apprête à chanter Je l'aime à mourir. Mais en fait à ce moment-là, la mère ouvre la porte et ça l'interrompt et il chantera jamais Je l'aime à mourir. Ah bah tu vois là typiquement moi j'avais pas la ref et tu l'avais pas, et j'ai pas ouais, compris, si on l'a pas c'est j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'interrompu, mais du coup tu vois je perds une partie du propos. Ah ouais, si tu sais pas que c'est les premiers accords de Je l'aime à mourir, c'est je me suis dit qu'il allait chanter une chanson pour exprimer ses sentiments, mais tu vois je connaissais pas la chanson. Oui. Tu ne connais pas Je l'aime à mourir. Autre truc marrant, lorsque l'héroïne elle est tentée d'envoyer un texto enflammé et elle se met donc à chanter Sensualité, donc la chanson d'Axel Red. Et à la fin de la chanson, elle efface son texto et on voit écrit dessus dans le texto les paroles donc j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, et c'est écrit dans le texte du texto quoi. Ça c'est drôle. Voilà, c'est quand même assez plaisant. Certains personnages sont très chouettes comme la mère qui est jouée par Dominique Blanc, une superbe actrice. Et j'ai bien aimé aussi la femme donc du personnage de Bastien Bouillon, qui est jouée par, j'espère que je n'écorche pas son nom, Amandine Desvarmes. Je trouve que le choix est bienvenu de ne pas faire des deux femmes des rivales qui vont s'affronter pour l'amour de un peu ce loser, soyons clairs, de Bastien Bouillon. Donc c'est plutôt les deux mecs qui vont s'affronter pour l'amour de Juliette Armanet, mais pas les deux femmes qui s'affrontent. Après, dans le récit, j'ai trouvé qu'il y avait un peu de facilité dans la caractérisation des différents personnages, les oppositions, etc. Même si on sent une sincérité dans ce sujet, de retourner sur sa terre natale et de ne pas s'y sentir tout à fait à sa place. Voilà, contrairement à, vous vous souvenez qu'on avait parlé en fin 2024, enfin dans le bilan 2024 du film Joli Joli. Oh là là, j'avais oublié ce film. qu'on n'avait pas aimé du tout. Ici, Partir un jour, c'est beaucoup plus contemporain, hein, surtout dans la question des représentations, sur ce personnage féminin en particulier. C'est une femme qui ne veut pas d'enfant, qui le dit clairement. On a tout un sujet autour de l'avortement. Enfin voilà, on voit que le film se pose des questions plus contemporaines. Il y a des choses que j'ai trouvées émouvantes. J'ai un peu pleuré, j'avoue, sur la chanson Cécile de Claude Nougaro, chantée par François Rollin, qui chante comme une patate, hein, mais ça marche quand même parce qu'on aime bien François Rollin. C'est une chanson sur l'attachement père-fille que j'ai toujours adoré. Donc il y a aussi un truc que si on connaît les chansons et qu'on a une nostalgie, que c'est des choses qu'on a écoutées toute notre vie et tout, ça touche un truc, je trouve, c'est quoi la musique que tout le monde connaît, quoi, les trucs communs. Et je trouve qu'il y a certains moments où ça fonctionne très bien à ce niveau-là, quoi. Ça touche un truc pour les spectateurs, et ça peut être des chansons différentes selon les spectateurs, bien sûr. Ça rappelle quelque chose aux spectateurs ou aux spectatrices, et ça peut les toucher énormément, quoi. Je voulais quand même préciser que, à part Juliette Armanet, évidemment, qui chante super bien, ça chante pas de ouf, hein. François Rollin, voilà, mais aussi Bastien Bouillon, le pauvre, j'adore, mais c'est pas chanté du tout. Mais bon, comme tu l'as dit, ça fonctionne dans le dispositif du film. Oui, moi j'ai globalement plutôt bien aimé, hein, même si beaucoup moins, hein, que je pense que de la cuisine d'Anguyen. Mais je pense que c'est aussi une question de registre. Enfin, tu vois, j'ai sans doute moins cet attachement à toutes ces chansons que je connais, mais pas. Enfin bref, ça fait pas partie de ma culture personnelle ou familiale. Tu vois, il y a ça aussi. Donc voilà. Mais je vais plutôt passer un bon moment. Mais peut-être
plus d'ailleurs sur l'aspect retour aux sources, transfuge de classe et tout ça qui m'a plus intéressée que vraiment sur l'aspect comédie musicale final. Ouais, ok. Ensuite, un autre film de comédie musicale sorti en salle cette année, cette fois un film chilien. Il s'agit de La Vague, La Ola, en version originale, de Sébastien Lelio. Un film qui est donc sorti le 5 novembre, mais que j'ai malheureusement loupé en salle et pas pu le rattraper depuis sur une plateforme, parce que je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne l'ai pas vu, mais Anna, tu vas nous en dire tout ce que tu en as pensé. Bon, il doit pas être encore dispo, hein, sorti le 5 novembre, Je pense que c'est pas encore, la chronologie des médias, tout ça. Donc c'est un film, La Vague, inspiré par le mouvement féministe de 2018 dans les universités chiliennes. Donc déjà un sujet super intéressant. Et ça va se concentrer en particulier sur le personnage de Julia, qui a subi un viol par un assistant de son cours de musique. Et donc comment ça amène en fait toute une révolte féministe au sein de l'université. Le côté musical est d'abord porté par les cours de chant auxquels elle participe dans le cadre de son cursus, mais aussi par les manifestations féministes. Le film réutilise comme numéros musicaux les slogans, les danses que, peut-être que vous vous souvenez, on a pas mal vu sur les réseaux sociaux à cette époque-là. Les slogans des militantes latino-américaines, les slogans féministes, « La falta no era mía », etc. Enfin voilà, des trucs, on entendait les slogans en espagnol hyper fort. Je trouve que c'est une super idée de reprendre ça pour en faire le matériau d'une comédie musicale. Le film a quelque chose de vraiment stimulant et propose des choses presque que j'ai jamais vues au cinéma, comme on va avoir des débats sur différentes options du féminisme sous forme de numéro musical, avec d'un côté le côté développement personnel, avec un focus sur la libération de la parole qui fait du bien et qui offre une résilience à l'individu. Mais ça va être assez décrié par le film au profit d'une vision très politique qui je trouve est vraiment bienvenue, et ça c'est vraiment dans les numéros quoi. Ou encore il y a aussi un numéro avec les flics qui insistent pour avoir tous les détails du viol dans une chorégraphie très agressive. Enfin voilà, il y a vraiment des idées super intéressantes. Et toute la dimension collective avec les grands numéros féminins rageurs qui sont portés par beaucoup de percussions très puissantes, tout ça c'est assez fort. Je trouve que malheureusement le film se perd un peu dans son traitement du cas justement individuel de l'héroïne. On sait jamais trop pourquoi on se focalise sur ce cas en particulier, alors que c'est bien dit dans le scénario qu'il y a plein d'autres cas de viol évidemment dans l'université. Et du coup, on se perd un peu. Toute la deuxième partie du film, c'est un immense numéro musical très métaphorique, avec la protagoniste qui se déplace dans différents espaces au sein de l'université, et ça va représenter son cheminement personnel. J'ai trouvé ça assez confus, un peu bordélique, un peu trop long. Ça se traîne en longueur, même si encore une fois, il y a des moments musicaux très frappants. Je pense que le film veut embrasser trop de sujets, avec un focus sur la question de la voix, avec les cours de chant, mais aussi un numéro vers la fin, qui je pense s'appelle la voix. D'ailleurs, un numéro qui se termine avec un immense travelling arrière partant de l'héroïne. Alors là, on est dans du classique de chez classique. Alors que le film est vraiment très très singulier, très très original. Bon, il y a quand même des tropes du filmage de numéros musicaux qui reviennent. Voilà, ça s'appelle La Vague. Je me suis presque dit que ça aurait pu s'appeler La Voix, quoi. Tellement c'est ça le sujet. C'est une proposition très originale, singulière, qui se perd un peu malheureusement, ce qui, je trouve, atténue sa puissance. Il y a un autre truc intéressant, donc comme vous l'avez peut-être compris, donc Sébastien Lelio qui a réalisé le film est un homme. Et donc on peut se demander si c'est légitime qu'il s'empare d'un tel sujet, sachant qu'il a fait beaucoup de films sur des femmes, comme Gloria il y a quelques années, ou encore Une femme fantastique, qui avait pour protagoniste une femme trans, qui était un super film. Et c'est marrant parce que du coup le film se pose la question, il y a une séquence où le réalisateur apparaît et se fait engueuler par les militantes féministes au sein du film, qui lui disent « Pourquoi c'est toi qui réalises ce film ?» Et alors c'est marrant, c'est original. Bon, après, c'est peut-être une façon aussi un peu facile de justifier, je sais pas, mais voilà, il y a plein de choses dans ce film très très étonnantes. Et malgré tout ce que j'ai pu dire sur le fait que le film est quand même pas mal bordélique et un peu confus, vraiment des choses intéressantes sur ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut filmer, de quoi on peut faire un numéro musical finalement. Et là, la réponse de Sébastien Lelio, c'est de tout. De n'importe quoi, d'un débat politique, d'une manif féministe, d'un interrogatoire de police. Tout peut être un numéro musical, et ça m'a pas mal intéressé. Bah, merci beaucoup, Anna. Moi, ça m'a bien donné envie de le voir. Du coup, je suis d'autant plus dégoûtée, mais voilà, j'attendrai sa disponibilité. Il sera dispo un jour. Sur les plateformes. Signalons encore sur les films sortis en salle quelques films américains, puisque le saviez-vous, mais les États-Unis produisent aussi des comédies musicales.
Cette année, on a notamment eu le remake de Blanche-Neige, remake live-action de Blanche-Neige avec Rachel Zegler, auquel on avait donc consacré une partie de notre épisode dédié à Blanche-Neige. Donc, on vous renvoie vers cet épisode. Et également, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film, mais figurez-vous que Wicked partie 2 est sorti en cette fin d'année. Mais non. Et je sais pas si tu connais cette comédie musicale, c'est une sorte de préquel du Magicien d'Oz. Et si tu veux tout savoir, eh bien figure-toi que All That Jazz a consacré un double épisode sur cette comédie musicale, tous les 2 derniers épisodes de 2025. Je te les conseille vraiment. Oui, ça me dit quelque chose. Donc voilà, pour les films en salle qu'on a vus, viennent ensuite des films de plateforme et notamment le film d'animation K-pop Demon Hunter qui était sorti au mois de juin sur Netflix et est devenu un véritable phénomène. Oui, adoré de tous les enfants, je crois. C'est un film d'animation extrêmement fun autour de l'univers de la K-pop, donc de la pop coréenne, qui vient tout juste de remporter 2 Golden Globes, celui du meilleur film d'animation et de la meilleure chanson, pour une chanson qui s'appelle d'ailleurs précisément Golden. Alors ouais, c'est super ce film, avec une animation très dynamique. J'ai bien aimé le style d'animation. Ça fait un peu penser à celui des films d'animation Spider-Man qui sont sortis ces dernières années, mais hybridé avec un style proche de l'animé, quoi, des animés japonais. Donc plutôt agréable visuellement. Et en plus, au niveau de l'intrigue, c'est fun, c'est backstage, puisque on va avoir l'univers en fait d'un groupe de K-pop, d'un groupe féminin, avec pas mal de codes du backstage, les artistes qui doutent, etc. Et puis le climax de l'intrigue, ça se passe pendant un concours télévisé, donc un enjeu très fort dans l'intrigue. Et ce backstage va être mélangé avec tout un aspect fantastique, puisque en plus d'être des chanteuses de K-pop, ces nanas sont aussi des chasseuses de démons. Et je trouve que c'est assez bien mélangé, le backstage et le fantastique dans ce film. Musicalement, c'est pas forcément ce que je préfère, mais en fait, ça fonctionne vraiment très bien. Il y a 2 ou 3 chansons particulièrement catchy, dont le tube là du boy band, Soda Pop, qui est assez marrant. Et aussi la chanson qui a eu le Golden Globe, Golden, qui est c'est un banger, ça, c'est vraiment exceptionnel. Et d'ailleurs, à ce propos, je renvoie vers une vidéo de Howard O qui explique une fois de plus pourquoi Golden est un banger, justement. Alors moi, j'avoue, déjà, j'ai été super surprise quand j'ai vu le film, parce que j'avais beaucoup entendu parler de K-pop Demon Hunter, mais je pensais que c'était une série. Et je m'étais dit, j'aurais jamais le temps de regarder et de m'intéresser à ce phénomène. Mais finalement, soulagement, c'est un simple film. Donc je l'ai vu. Et j'étais vraiment très contente de l'avoir vu. Je sais pas si j'aurais eu la curiosité de le faire si on l'avait pas mis au bilan. Donc j'étais vraiment super contente de moi. Parce que j'ai hyper accroché. Je pensais pas autant accrocher. J'ai trouvé que les chansons étaient vraiment super, les enjeux vraiment prenants. Je sais pas, je me suis vraiment prise au jeu et au stress qu'elle se fasse découvrir avec cette histoire de Marc. Le moment du concert est très bien filmé, voilà, ce concert un peu clé où donc ses amis sont remplacés par des démons et à plusieurs reprises, voilà, lui font croire que elle est découverte. Enfin bref, c'est un peu compliqué d'expliquer comme ça, mais il y a vraiment un truc de suspense très très fort à ce moment-là qui m'a totalement happée. Et j'ai aussi par ailleurs trouvé des grosses similitudes thématiques avec Frozen, voilà, ce truc qu'elle doit cacher de tout le monde, mais que finalement elle peut montrer qu'elle va arriver à vivre avec. Non, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je comprends l'engouement, même si personnellement le truc avec lequel j'ai un peu du mal, c'est le côté animé. Enfin, je sais pas comment dire. Mais le style visuel de l'animé, enfin, tu sais, les grands yeux, le fait qu'elles ont les yeux qui se transforment en popcorn. Ouais. Je sais pas comment dire, il y a des gimmicks, voilà, de l'animé qui, moi, me dérangent un peu parce que je trouve ça produit un effet d'étrangeté qui me met mal à l'aise, mais bref, c'est très spécifique à moi-même. À part ça, j'ai absolument adoré. J'allais dire on vous le conseille, mais je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais voilà, si vous l'avez pas vu, voyez-le. Même si, a priori, c'est pas trop votre style, c'est quand même vraiment très très fun. Alors, le film suivant, c'est un film où j'avais noté sur le document « Si vraiment on n'a que ça à faire ». Alors moi, personnellement, du coup, j'ai pas eu que ça à faire, donc je n'ai pas regardé.
Mais Fanny, je veux pas dire qu'elle a que ça à faire, parce que je sais que c'est pas vrai. Elle a beaucoup de choses à faire, mais quand même, elle a pris le temps de regarder A Very Jonas Christmas Movie sur Disney+. Vas-y, raconte-nous, Fanny. Et oui, parce que moi, c'est tout à fait le genre de choses qui m'attire spontanément, voilà. Alors que pour le coup, je ne connais pas du tout les Jonas Brothers. Enfin, je sais que c'est un groupe de stars teen Disney, quoi. Enfin, qui ne sont plus teen depuis longtemps, hein, mais chanteurs Disney, bref. Qui ont donc grandi. Donc le pitch, c'est les Jonas Brothers finissent leur tournée en Europe. Alors je sais pas s'ils tournent toujours pour de vrai, les Jonas Brothers, s'ils produisent toujours en concert, en tout cas. Je pense qu'ils sont suffisamment pas trop dépassés pour que ce soit pas une blague en mode ils reviennent, donc ils doivent quand même avoir une quelconque actualité. Je sais pas trop quel âge ils ont, mais je pense que ces grands gaillards, on doit avoir quelque chose comme 30 ans, hein, parce que c'est tous des jeunes pères de famille, nanana. Au moins, oui. Ouais, c'est ça. Et problème, évidemment, l'alchimie de la bande commence à s'essouffler. Chacun pense en secret à quitter le groupe. Donc voilà, cohésion du groupe mise en péril. Heureusement, un sort jeté par le Père Noël, rien de moins que le Père Noël, va semer sur leur parcours de retour, parce que oui, voilà, ils ont fini leur tournée en Europe, mais ils doivent rentrer chez eux pour Noël. Plein d'embûches vont être semées sur leur voyage de retour et vont les forcer à surmonter l'adversité et retrouver leur fraternité initiale. Donc vous l'aurez tout à fait compris, c'est typiquement le genre de film dans lequel on se délecte simplement de la reconnaissance de tropes existants, hein, puisqu'on retrouve tous les clichés des films de Noël. L'amour du lycée retrouvé par hasard, les intempéries donc qui compromettent le réveillon, l'exacerbation des antagonismes familiaux et bien sûr, spoiler, la réconciliation finale de tout cela avec pas mal vraiment de rebondissements tous plus farfelus les uns que les autres, complètement cheesy, complètement prévisible, mais j'ai bien aimé. On a plein de caméos de stars Disney dans des rôles assez improbables. Will Ferrell en fan absolu des Jonas Brothers, ou encore Jesse Tyler Ferguson en Père Noël malicieux. Mais la palme du truc incongru et vraiment très drôle revient à Andrew Barth Feldman, qui incarne une sorte de sale gosse de Broadway, jeune star qui est sur le point de devenir double EGOT, donc deux de chaque. Et qui donc a un jet privé qui peut-être va permettre de ramener les Jonas Brothers à New York, mais un des brothers a un gros antagonisme avec lui parce que ils ont ensemble joué dans Home Alone the Musical, où le Jonas Brothers en question faisait le père de Andrew Barth Feldman, donc il y a une espèce de blague aussi sur ça, comme quoi c'est absolument pas crédible, machin. Et en fait, il chante une fausse chanson, donc du faux musical adapté de Maman j'ai raté l'avion, où il dit je suis seul à la maison, enfin, I'm home alone, that means home with no one. Enfin, genre une chanson débile, il arrête pas de faire, vous savez, le geste de Kevin McAllister qui se dit je suis tout seul. Et en fait, j'ai réalisé, parce que oui, j'ai regardé Maman j'ai raté l'avion pendant les fêtes, que c'est le geste qu'il fait quand il se met de l'aftershave là. Parce que ça le pique. Oui, tout à fait. Ouais. Moi, je ne savais pas. C'est devenu l'affiche, mais c'est ça, ouais. L'acteur n'arrête pas de faire ce geste-là pendant la chanson. Ce moment est débile, mais tellement drôle. Si t'as un moment à voir, regarde juste cette chanson-là. Il y en a un qui dit j'arrive pas à comprendre comment ça a fermé au bout de 3 semaines, et l'autre qui fait 6 mois, je comprends pourquoi. C'est drôle. Alors j'ai envie de supposer que du coup, celui des Jonas qui est supposé avoir joué dans une comédie musicale, c'est Nick Jonas, puisque c'est le seul des 3. Ils sont 3 ou 4? Là, ils étaient 3. Ok. Mais oui, c'est le seul des 3 qui a une histoire avec la comédie musicale, puisqu'il est dans le 25e anniversaire des Misérables, là, il jouait Marius. Et puis, on le voit dans Smash aussi, donc ça doit sûrement être lui. Ok, oui, je crois il y a une intrigue autour de la comédie musicale. Mais j'irai peut-être vérifier. Je sais pas, c'est vraiment si j'ai le temps. Donc voilà, pour nos recos plateformes. Et, il y a aussi, oui, on a distingué d'autres films en salle. Oui, je les mets à part à chaque fois. Qui étaient avant tout, on va dire, des biopics de chanteurs ou chanteuses, puisque, on le sait, le biopic musical, c'est presque un des genres majeurs du film musical qui se produit actuellement. On a eu, comme les années précédentes, plusieurs biopics. D'ailleurs, en voyant celui que j'ai vu en salle, là, j'ai vu qu'il allait avoir un biopic de Michael Jackson. Oui, en avril, je crois. Ça m'a assez hypé.
Bref, donc, biopic à l'appel, et notamment un que je n'ai pas vu, Un parfait inconnu, un biopic de Bob Dylan. Oui, absolument, qui est sorti début 2025, en janvier. Un film avec Timothée Chalamet, bien sûr, la star Timothée Chalamet, dans le rôle titre. C'est un film assez classique, j'avais plutôt apprécié malgré tout. Donc c'est un film qui va se concentrer, et on peut le regretter, sur la période la plus connue de la vie de Bob Dylan, c'est donc la période des années 60. Donc de ses débuts avec cette période folk acoustique jusqu'à ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, le tournant électrique de Bob Dylan, puisque tout d'un coup, il décide de rajouter de la guitare électrique alors qu'avant, il ne jouait qu'à l'acoustique. Du coup, certains de ses fans sont scandalisés, enfin voilà, il y a tout un truc, donc ça met en scène, vers la moitié du film, logiquement, ce tournant-là. Et ça se concentre vraiment sur les années 60 et pas du tout sur les périodes ultérieures de la vie de Bob Dylan, qui sont aussi très intéressantes, mais voilà, qui sont pas aussi iconiques. Donc on peut regretter que ça soit vraiment classique dans cet aspect-là. Mais j'ai trouvé quand même que c'était plutôt bien fait, avec une logique d'écriture assez proche de la comédie musicale. C'est-à-dire que les chansons, différentes chansons de Bob Dylan, qui moi je suis méga fan de Bob Dylan, donc j'étais super contente, qui sont assez bien chantées par ailleurs par Timothée Chalamet, même si on n'a pas la spécificité incroyable de la voix de Bob Dylan, mais quand même il les chante bien. Bref, je reviens à ma phrase de base qui était que les chansons expriment les sentiments des personnages et font avancer l'écriture. Quand ils chantent It Ain't Me Babe avec Joan Baez, c'est le moment où ils vont se séparer amoureusement parlant. Quand il chante The Times They Are Changing, donc les temps changent, c'est que dans son histoire personnelle et son histoire politique et son histoire musicale, les temps vont changer. Enfin voilà, c'est plutôt bien fait à ce niveau-là. Je vais pas en dire beaucoup plus, je vous renvoie vers un épisode que j'ai fait en début d'année. En fait, j'ai fait un live avec la chaîne YouTube Le Ciné Club de Monsieur Bobine, qui est une super chaîne consacrée au cinéma. Et donc, ils m'ont invité sur un live consacré à Bob Dylan et le cinéma, où on est revenu sur à la fois tous les documentaires qui existent sur Bob Dylan, à la fois les films auxquels Bob Dylan a participé en tant que comédien, parce qu'il a joué dans quelques films, et à la fois les biopics, tous les films qui mettent en scène Bob Dylan d'une manière ou d'une autre. Et donc, on a terminé l'épisode, évidemment, sur le film qui était le plus récent, qui était Un parfait inconnu. Donc, je vous renvoie vers ce live qui, je pense, était assez intéressant. Ouais, je confirme, j'avais écouté le live et c'était très bien. Et je voulais d'ailleurs rattraper Un parfait inconnu, mais là encore, je l'avais pas trouvé sur Canal. Donc, ah ouais? Ouais, je sais pas pourquoi. Ça c'est étrange pour le coup. Peut-être qu'il l'a été, qu'il l'ait pu s'il est ailleurs, enfin, tu vois, un truc comme ça. Je pense que ça, c'était trop tard. Moyen, ouais. Bref. Donc le suivant, qui est, en plus d'être un biopic, qui est aussi, on va en parler, vraiment une comédie musicale, c'est Better Man. Même si on l'avait toutes les deux repéré, on l'avait toutes les deux raté lors de sa sortie en salle en janvier 2025, mais qu'on a toutes les deux aussi rattrapé sur Canal+ récemment. Donc, il s'agit d'un biopic sur le chanteur pop britannique Robbie Williams, un biopic réalisé par Michael Gracey, qui est aussi réalisateur du Greatest Showman et qui va être réalisateur de l'adaptation live-action de Réponse, si je dis pas de bêtises. Ah oui, t'as raison. Je viens de voir ça passer. La particularité de ce film, c'est que Robbie Williams est représenté comme un chimpanzé. Donc voilà, il est tout le long du film figuré en chimpanzé et interprété donc par Jono Davis en utilisant la technique de motion capture. Et personne ne commente le fait que c'est un chimpanzé. Voilà. Ouais. C'est quelque chose qui est une suspension d'incrédulité admise. Pourquoi ce choix? Il s'agit tout d'abord de montrer le chanteur tel qu'il se voit lui-même. En fait, c'est explicité au début du film. Et Robbie Williams justifie le choix du singe en déclarant, je cite, « J'ai été un singe effronté, Cheeky Monkey, toute ma vie. Il n'y a pas de singe plus effronté que le singe accro au sexe et sniffant de la coke que l'on trouve dans le film. » Bon, j'avoue que c'était, je pense, une des principales raisons qui m'avait freiné à le voir au cinéma, parce que je trouvais que ça faisait un petit peu peur. En réalité, ça surprend au début, mais étonnamment, on s'y fait et on se laisse prendre au jeu, je trouve. Oui, moi j'ai encore un peu de mal à savoir ce que j'en pense. C'est vrai qu'on s'habitue et qu'au bout d'un moment on regarde le film sans se poser la question et que l'émotion, que le fait de suivre l'intrigue et tout n'est pas entravé par ça. Après, est-ce que vraiment ça apporte quelque chose? Finalement, si on enlève cette tête de singe, le film est très classique dans sa proposition en termes de biopic. Quoi. On a le rise and fall et la rédemption, etc. Et donc, est-ce qu'il suffit de mettre une tête de singe sur le personnage principal pour qu'on sorte de l'ornière classique du biopic?
Oui et non. J'avoue que je suis pas complètement convaincue, même si ça lui donne une indéniable singularité et que on s'y fait et que ça passe quand même pas trop mal. Oui, mais effectivement, hein, ça peut être considéré comme un gimmick assez facile parce que Oui. Au-delà de ça, c'est comme tu le dis extrêmement classique et sans ça, peut-être ça serait assez quelconque en réalité, hein, sans Oui, vouloir c'est ça. être un peu cruel. Ça reste une vraie comédie musicale au sens Mm. où les chansons ne sont pas uniquement backstage, même s'il y en a, hein, bien évidemment, des numéros de répétition, de représentation. Donc ça, c'est agréable. Et en ça, c'est assez proche de Ouais, Rocketman. carrément. Le biopic d'Elton John qu'on avait bien aimé aussi il y a quelques années, dont on avait parlé dans un bilan, mais j'avoue je sais plus de quelle année, qui avait aussi ce registre-là avec de vrais numéros de comédie musicale au sein d'un biopic, là aussi à la narration très classique. Oui, et comme dans Rocketman, hein, je trouve que c'est vraiment les meilleurs moments du film, hein, ces moments de Oui. véritables numéros qui expriment les évolutions, les émotions, des enjeux entre les différents personnages. Je pense notamment à 2 numéros que j'ai trouvé très très cinématographiques. Le plan séquence le long de Regent Street sur la chanson Rock DJ, qui est un peu le rise to fame du groupe Texat. Là, ça fonctionne vraiment très bien. Ah ouais, c'est balèze ce moment. J'ai vraiment aimé, très agréable, très dynamique, plein de danseurs, plein de mouvements de caméra sans que ça soit bordélique, sans que ça soit filmé à la Baz Luhrmann, même si j'aime bien Baz Luhrmann. C'est pas la même chose, c'est un truc carrément. de grands mouvements de caméra, de plans séquences, etc. Il y a même un moment où la caméra s'élève pour un petit plan zénital à la Busby Berkeley comme on aime bien. Mais voilà, sans que ça soit agaçant dans la mise en scène, on est vraiment pris dans l'énergie du numéro, c'est très très plaisant. Ouais. Ah, littéralement emporté là dans cette grande balade, ouais. C'est vraiment chouette. Et un autre numéro qui m'a marqué, c'est celui sur She's the One, qui, alors là, c'est au contraire, on n'est pas dans un plan séquence, hein, puisqu'on passe d'un univers à l'autre, avec des ellipses aussi temporelles pour montrer sa rencontre avec Nicola Perton, qui est donc également chanteuse, j'ai oublié, de All Saints. De All Saints. Donc avec laquelle il va avoir une histoire d'amour, donc il la rencontre sur un bateau et après on voit le début de leur tumultueuse relation et là encore c'est dansé aussi, donc ça fonctionne très bien. Je me suis demandé d'ailleurs si les chansons étaient réenregistrées ou pas. Effectivement, certaines chansons ont été réenregistrées pour le film, notamment She's the One, notamment Angels, notamment Let Me Entertain You. Donc, c'est pas les versions des albums. Et je me suis aussi demandé si c'était vraiment lui qui chantait enfant. Mais apparemment non. Tu as vérifié? Oui, parce que ça commence. Oui, j'ai regardé. Parce que effectivement, ça commence lorsqu'il est enfant. Mais ouais, c'est un garçon qui s'appelle Carter Murphy qui chante. C'est quelle chanson c'est Real Love. Phil, je crois qu'elle s'appelle Phil, la chanson, enfin celle qui est super collée là. Just wanna feel real love. Et c'est donc cet enfant qui le chante qui s'appelle Carter Murphy. Et j'ai regardé qui il était et j'ai vu qu'il avait un petit rôle dans Wicked for Good. Mais je crains pour lui que ça soit dans les fameuses scènes coupées de Glinda avec les enfants là. Parce que j'ai cherché qui il était dans le film, mais je crois que c'est dans les scènes coupées, le pauvre. Moi, personnellement, j'ai regretté de pas mieux connaître la vie de Robbie Williams ou même, en fait, l'histoire que j'ignorais aussi tourmentée du groupe Texat. Je pense que j'aurais davantage apprécié si je connaissais bien tout ça. Je sais que notre amie Natacha, qui était une énorme fan de Texat, a dû adorer. Je sais qu'elle a vu le film Franck Projo avec Robbie Williams au Grand Rex. Voilà, je me dis c'est vraiment un truc. Si en plus comme c'est, voilà, c'est aussi un peu typiquement entre guillemets notre génération, peut-être encore plus la mienne que la tienne. Hein. Ce moment-là, si on a un attachement particulier à ce boys band, ouais, c'est encore autre chose ce film, tu vois. Oui, alors moi pour le coup, autant je connais un peu la discographie, pas beaucoup, mais je connaissais une dizaine de chansons de Robbie Williams, autant Texat, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas ce qu'ils ont chanté. C'est vraiment effectivement avant moi en termes de génération. En fait, ça questionne vraiment sur ce que c'est le biopic. Enfin, c'est intéressant comme genre. J'ai eu ce même sentiment de sincérité que j'avais eu dans Rocketman, avec cet artiste qui se dévoile, et ici c'est encore plus le cas, puisqu'on l'a pas bien précisé, mais Robbie Williams raconte lui-même, en voix off, sa propre histoire. Donc c'est quand même assez fort, parce que c'est comme s'il faisait un auto-documentaire sur lui-même, enfin voilà. Après, ça a ses limites, parce qu'il montre ce qu'il veut bien montrer, et aussi le côté je montre mes défauts, mes doutes, mes problèmes, la drogue, les moments les plus durs et pathétiques de ma vie. Bon, c'est aussi une façon de se donner une belle image, la belle image de quelqu'un qui sait reconnaître ses propres défauts.
Donc c'est toujours entre les deux, même si j'ai quand même vraiment bien aimé le film, j'ai été assez prise dedans. Bon, je trouve que la fin, ça commence à s'étirer un peu. C'est vrai que peut-être ça aurait été mieux de connaître la vie de Robbie Williams, mais en même temps ça m'a donné... Du coup après j'ai réécouté ses chansons, j'étais assez contente de le faire, donc le film fonctionne bien à plusieurs égards quand même. Je pensais à deux choses. Alors, ce que tu disais sur le fait que ce soit lui qui raconte, ouais, il y a aussi un peu des zones d'ombre sur certains points, notamment, j'ai découvert qu'il y avait toute une polémique autour de la paternité, si je puis dire, de la chanson Angel, et voilà, qui n'est absolument pas évoquée, évidemment, dans le film. Et autre chose, on pourrait aussi préciser que Robbie Williams n'a que 51 ans. Donc, c'est aussi un projet, finalement, de faire son biopic, alors qu'il reste relativement jeune. Oui, c'est vrai, il est plus jeune que Elton John quand il a fait son biopic. Et attends, j'ai juste une petite remarque. Est-ce que tu savais que dans le genre biopic, avec les artistes qui se racontent eux-mêmes, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il me semble que Madonna voulait faire un biopic sur elle-même en se jouant elle-même. Ah non, Moi, je suis très intriguée par ça. Ouais, grave, j'avoue. C'est vraiment le summum, on va le plus loin possible dans ce côté, c'est l'artiste lui-même qui se raconte dans son propre biopic, quoi. Ouais, ben... On l'a pas encore mentionné, mais une grande partie du film porte sur sa relation avec son père, qui est un chanteur, si on peut dire, un peu raté, voilà, un chanteur pas très connu, qui adore le Rat Pack. Et on a une scène finale où ils chantent en duo, donc le père et le fils chantent My Way. Et vraiment, je trouve qu'elle fonctionne bien, voilà, même si c'est assez cliché et prévisible, ça m'a ému au larmes. Ouais, j'avoue, moi aussi. C'est une scène où il joue, donc c'est une espèce de concert de comeback au Royal Albert Hall de Londres. Et donc je me suis demandé si c'était vrai, tellement c'est, je sais pas, on y croit dans ce truc, s'il a vraiment chanté avec son père, mais non. Ok. J'ai regardé la captation, donc c'est un concert qui existe, qui a été capté et commercialisé. Il chante tout seul, il le chante très bien d'ailleurs, c'est magnifique. Il chante tout seul My Way sur scène, et donc je trouve ça intéressant que dans le film, il se soit imaginé chantant cette chanson avec son père, recréant un lien qui ne s'est jamais vraiment recréé. Je sais pas exactement, je connais pas vraiment dans l'intimité évidemment, mais ça m'a touchée, j'y ai vraiment cru. Donc. Ah ouais, tu vois, je pensais pas que c'était pas vrai, voilà. Non, ça n'a pas eu lieu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment rigolo d'apprendre toute cette backstory avec son père et sa fascination pour le Rat Pack et en particulier Sinatra. Parce que moi, personnellement, je connais d'abord Robbie Williams par son album de reprise Swing When You're Winning, un album de 2001 que j'avais, je m'en souviens très bien. Et voilà, qui est vraiment un album de reprise de répertoire classique. Je me souviens notamment qu'il chante sur cet album Mac the Knife, et que c'est, je pense, dans la version Robbie Williams que j'ai découvert la chanson. Et Mac the Knife, qui est d'ailleurs aussi chanté dans le film. Ça m'a rappelé les rares choses que moi je connaissais de Robbie Williams, donc ça j'ai apprécié. Ouais, c'est marrant parce que moi aussi je me suis souvenu que j'écoutais cet album. Et notamment, je me souviens très bien de son duo avec Nicole Kidman sur la chanson Something Stupid, dont l'original était chanté par Frank Sinatra avec sa fille Nancy. Moi aussi, hein, c'est des chansons que j'ai connues par les versions de Robbie Williams en premier, donc il nous a initiés à certains classiques du Rat Pack, de Sinatra, de Dean Martin et de Sammy Davis Jr., auxquels effectivement il y a plusieurs allusions dans le film, alors que j'avais pas repéré totalement cette passion qu'il avait pour cet univers musical-là. Autre film, autre biopic, sorti en toute fin d'année, le 31 décembre 2025. On ne peut pas sortir plus tard. Le film Song Sung Blue. C'est un film qui s'appelle en français Sur un air de blues, ce qui est complètement naze. Car le film ne parle pas du tout de blues à aucun moment. Il y a peut-être des petites sonorités vaguement blues, mais c'est pas un artiste de blues. Enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave. C'est un film avec Hugh Jackman et Kate Hudson, qui sont tous les deux très bien, on va y revenir, qui est réalisé par Craig Brewer, un réal inconnu au bataillon, mais j'ai regardé, il a fait le remake de Footloose en 2011. C'est un sujet complètement improbable, qui est adapté d'un documentaire de 2008, je crois. C'est une vraie histoire autour d'un couple qui a monté un groupe de reprises du chanteur américain Neil Diamond à Milwaukee. C'est un sujet très niche et très US, parce que Neil Diamond, bon, il est très très connu aux États-Unis, hein, mais en France, on sait à peine qui c'est. C'est globalement aussi un film très américain, avec ses personnages qui se relèvent toujours des épreuves, etc. Mais j'ai étonnamment aimé. Vraiment, j'ai été prise dedans. J'ai aimé que Hugh Jackman et Kate Hudson jouent, je sais pas comment dire, des personnages, ils sont pas glamour, c'est des personnages de leur âge.
Ils ont respectivement 55 ans et 45 ans, et ben ils font 55 ans et 45 ans, je sais pas comment dire, des gens qui ont déjà vécu, qui ont voilà une vraie vie de vrais gens. J'ai trouvé qu'on y croyait à cet aspect-là. Et qu'on croit aussi à leur histoire d'amour, et qu'on croit aussi à leur amour de la musique, et à leur passion, et qu'ils ont envie de monter ce projet-là. Et j'y ai vraiment cru, et voilà, tout l'aspect musical m'a plu. Et bon, il faut préciser qu'à partir de la moitié environ, ça devient vraiment très 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 mélo. Fanny, tu vas revenir sur cet aspect-là, avec les problèmes de santé de l'un et de l'autre. Donc c'est parfois un peu too much, mais ça marche quand même pas mal. Les passages musicaux sont plaisants, les deux chantent vraiment très bien ensemble. Ça fait découvrir quelques morceaux de Neil Diamond que je connaissais pas, hein. Moi, je suis comme tout le monde, je connaissais que Sweet Caroline. Et encore, je pense que je la connaissais parce qu'elle était dans Glee, hein. Il y a plusieurs gags d'ailleurs sur le fait que c'est la seule chanson de lui que tout le monde connaît. Voilà, il y a plein de choses qui fonctionnent. Des éléments aussi de caractérisation vraiment touchants. J'ai bien aimé par exemple la relation entre le personnage de Hugh Jackman et sa belle-fille, donc la fille du personnage de Kate Hudson. Il y a une belle sincérité dans le film qui fait qu'on oublie ses défauts et que finalement, en sortant, on garde en tête un beau film émouvant. Moi, j'ai pleuré plusieurs fois, hein. Ça m'a vraiment surpris moi-même. Tu l'avais vu en projet presse, non? Oui. Parce que tu l'as vu avant le 31 décembre, ouais. Tu m'avais dit que c'était bien. Et je me souviens plus si tu m'avais dit en mode vas-y, ça te plaira. Non, parce que moi, j'étais pas sûre que ça te plairait. Je me suis demandé. Je savais pas si tu adhérerais au tournant mélo, notamment. Donc, je pensais qu'il fallait que tu le vois parce que c'est intéressant dans tous les cas comme objet et tout. Mais je n'étais pas sûre que tu aimerais. Spoiler, oui, j'ai aimé. Même si je me suis tout de suite dit que j'allais écrire un acte, j'aurais peut-être aimé un trigger warning. Bon, oui, mais le problème, c'est que si tu es prévenu, ça n'a pas le même effet. Ouais, ça. Moi, je savais rien. Je pensais que c'était cette histoire de success story, quoi. Oui. Je voulais quand même ne pas dire aux gens qu'il y avait cette deuxième partie. Oui. À la fois, j'étais en mode, oh, elle m'a pas dit. Et je me disais, mais elle a bien fait. Mais oh, elle m'a pas dit. Parce que limite, à un moment donné, je me suis dit que j'avais été flouée sur la marchandise. Enfin, bref, je vais y revenir. Alors déjà, je voulais dire que j'ai trouvé qu'il y avait plusieurs scènes très justes dès le début du film qui m'ont vraiment fait facilement rentrer dans le film, hein, que je l'ai vu évidemment moi aussi en salle. Dès le début, j'ai été happée par une jolie scène où il traverse un parc d'attractions au son de la chanson de titre qu'il chantait dans la scène précédente. Alors ouais, il y a quelque chose vraiment où ça se musicalise assez tôt dans le film. Et voilà, après, évidemment, l'image du parc d'attractions m'a plu. Et après, on comprend, c'est parce qu'il se produit dans ce parc en tant qu'imitateur, voilà, de chanteur. Une autre scène assez tôt aussi que j'ai trouvé assez juste, c'est de la rencontre entre les deux grandes filles, parce que chacun, comme tu l'as dit, a déjà vécu et du coup a des enfants issus de précédentes relations, et notamment chacun a une fille, qu'elles ont 17 et 18 ans, un truc comme ça à ce moment-là. Et c'est comment elles se rencontrent de façon un peu awkward parce que c'est leurs parents commencent à se dater, et voilà, tu vois qu'il y a une complicité qui se crée tout de suite, et c'est assez touchant. Et j'ai bien aimé aussi la scène du premier concert qu'ils font ensemble en tant que Lightning and Thunder, donc le nom de ce groupe de reprises de Neil Diamond, où c'est une catastrophe parce que il y a eu un malentendu et c'est pas une convention de camping-car mais une convention de motards qui est présent à proximité du bar, et du coup c'est pas du tout le même public et ils se font huer. Et Hugh Jackman y répond, donc il va casser la gueule au motard. Enfin, bref, ça se finit en fiasco, mais il la demande quand même en mariage à l'issue du concert. Voilà, il y a quelque chose de très cheesy, mais qui fonctionne bien. De manière générale, j'ai trouvé que l'ambiance backstage était vraiment très très bien filmée et très très bien rendue. Je sais pas comment dire, mais j'ai eu tellement de stress au moment où ils montent sur scène pour faire la première partie de Pearl Jam, parce que voilà, c'est un de leurs big breakout à un moment donné du film. Ils sont conviés pour jouer en première partie de ce groupe qui donc apparemment est très connu, hein, mais moi, comme je ne connais rien, bref. Mais je sais pas comment dire, ils sont filmés donc de l'intérieur des coulisses, on voit qu'ils doivent rentrer sur scène, et à ce moment-là, j'ai vraiment senti l'appréhension avec eux. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est vraiment bien rendu l'éclairage où tu vois effectivement pas du tout le public. Enfin, c'est un peu con à dire, mais ça m'a fait penser à mes spectacles de danse. Et je pense que c'est un peu le côté où eux, ils ont one shot. C'est une fois, ils vont réussir. Ils le disent même. Une occasion comme ça se représente pas. C'est notre performance et après, soit on réussit, soit c'est fini, quoi. Et je me dis, c'est un peu comme moi, mon gala de danse. J'ai une représentation, c'est la fois de l'année. Si je me foire, je me foire. Bah bref, j'ai été hyper convaincue par ce moment-là. Alors que bon, j'en ai vu beaucoup des films backstage, tu vois. C'est pas comme si c'était un genre que je découvrais. Ben, j'ai trouvé que c'était très juste. Mais donc, il y a aussi un autre aspect du film.
À partir de là, ce que je vais dire est garanti 100% spoil. Donc, si vous voulez découvrir le film en ayant no clue de ce qui va se passer, et ce qui, encore une fois, je pense, est le mieux, passez un petit peu plus loin dans le podcast. Avancez de 5 minutes, on va dire. N'écoutez pas ce que j'ai à dire. On l'a dit, c'est une histoire vraie. Ça semble incroyable parce que à partir de là, il y a une série de coups du sort catastrophiques qui vont s'abattre sur nos protagonistes. On bascule dans presque complètement autre chose, un pur mélo vraiment radical en termes d'avalanche, de rebondissement et d'ascenseur émotionnel, parfois presque insoutenable. Pour moi, j'avoue que le moment de l'accident, elle a un accident absolument spectaculaire, voilà, où elle jardine devant sa maison et une voiture lui roule dessus. Bref, donc on se dit what the fuck, c'est hyper improbable. Puis après, on enchaîne sur une scène aux urgences, encore plus what the fuck, puisqu'à ce moment-là, le personnage du Jackman, il choisit d'avoir une crise cardiaque. Oui. Donc, ok. Et après, on la voit se réveiller en état de choc. Et on se dit, ah, bien sûr, c'était trop improbable. Ascenseur émotionnel, en fait, tout cela n'était qu'un rêve. Ok, ça va, j'achète, elle est anxieuse, c'est ce qu'on veut faire passer. Eh ben non, c'était vraiment vrai. Alors là, je t'avoue, j'étais vraiment en mode pic émotionnel. Enfin, pour moi, c'était dur, quoi. Cette avalanche d'émotions, elle est clairement accentuée par la mise en scène. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur Wikipédia le récit de ce qui leur est arrivé, tu te dis presque, ouais, pas de bol. Quoi? 2 fois la voiture qui roule? Ça, je sais pas si c'est vrai, hein, mais bref. Mais là, vraiment, il y a tout un effet de suspense qui dramatise, évidemment, ces coups du sort affreux, même s'il y a des choses qui m'interrogent malgré tout. Est-ce nécessaire de montrer un enfant complètement souillé du sang de sa mère, ou la scène après où elle rampe sous l'effet d'une hallucination et qu'elle se retrouve dans le jardin. Enfin, il y avait des manières, je pense, plus délicates de montrer la situation. Même si pour ça, tu vois, je suis vraiment très partagée parce que je me dis, est-ce qu'il faut atténuer le caractère dramatique de certains accidents? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de validisme de moi qui me dit que c'est très dur de voir une personne se déplacer comme ça. Enfin, tu vois, des trucs que je me dis, j'essaie de te remettre un peu en cause. Mais toujours est-il que c'est vraiment dramatisé avec une espèce de fumée, d'éclairage pour que ça soit perçu comme le summum du pathétique. Bref, à partir de là, j'étais quand même dans un état du film où je me disais, ok, dans ce film, tout peut arriver. Donc j'étais tellement stressée. Je me disais, personne ne serait épargné. Ça peut être, tout peut arriver à tout moment. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui me touche intimement. Le fait de déstabiliser les codes génériques et que du coup, on sait plus dans quel moule se lever. Enfin, je sais pas. C'est peut-être parce que je suis trop formatée au film de genre. Mais il y a quelque chose qui m'a profondément insécurisée. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre de dire ça, mais voilà. Bon, bizarrement, après ce pic de pathos qui, elle a tellement sombré dans la dépression qu'elle est internée, le film fait un nouveau revirement inattendu avec encore un élan d'espoir où on voit qu'elle veut s'en sortir. Alors là, il y a quelque chose de vraiment très américain. Oui. Sur le côté surmonté, machin, elle va faire des tours de bloc. Bon, parce qu'on l'a pas dit, mais grosso modo, elle perd sa jambe. Voilà. Elle est amputée à partir du genou et donc doit s'habituer à une prothèse pour marcher. Et donc au début, ça la déprime profondément. Et puis après, elle se dit qu'elle veut retourner on top. Notamment, elle se dit ça d'autant plus après avoir échappé à un deuxième même accident devant sa maison. Donc, à quel moment, les gars, alors je sais peut-être que c'est pour des raisons financières, mais à quel moment vous avez pas mis une fucking clôture devant votre pelouse? Parce que c'est beaucoup trop dangereux. Donc, il y a ce moment d'élan où on les voit faire un comeback et avoir à nouveau beaucoup de succès. Mais là où, j'avoue, ça m'énerve, mais bon, c'est la réalité, hein, parce que, encore une fois, inspiré d'une histoire vraie, on n'a pas de happy ending, évidemment, puisque juste avant leur grand concert, à l'issue duquel ils vont rencontrer Neil Diamond, eh bien, Lightning, donc le personnage de Hugh Jackman, fait une crise cardiaque, une de plus, hein, parce qu'il en a un certain nombre pendant tout le film, et se fracasse le crâne avant de monter sur scène. Donc finalement, il décide, bonne idée, non, de ne rien dire, de se glouer la tête avec de la glu, j'espère, chirurgicale, qui était dans son cabinet de toilette, en se disant, t'inquiète, ça va tenir. Donc évidemment, pendant tout le concert, moi, j'avais aucun plaisir. Oui. J'étais juste suspendue à est-ce qu'il va tenir le coup. Et là, j'ai beaucoup pensé à Hitchcock et cette fameuse différence entre surprise et suspense. Suspense, c'est quand le spectateur sait que
il y a quelque chose une bombe est placée et on se demande simplement quand est-ce qu'elle va exploser. Là vraiment entre la surprise de la voiture et le suspense du crâne fracassé qui va tenir ou pas, je pense qu'on a une bonne masterclass sur la différence dans le film. Malgré tout, le dernier concert est une réussite. Il est très bien filmé, c'est encore très bien rendu, l'exaltation du public, le plaisir que prennent les performeurs sur scène, l'échange entre les deux. C'est donc un triomphe. Mais il meurt juste après, donc la fameuse rencontre avec Neil Diamond n'a pas lieu. Ça, je me demande quand même si c'est vrai. Parce que donc il est effectivement mort d'une blessure au crâne. Mais est-ce que c'est juste après le concert comme ça Je sais pas. Bon, j'ai beaucoup aimé. Donc vraiment, je suis sortie traumatisée, mais j'ai adoré. Même si ces ascenseurs émotionnels sont, je crois, trop forts pour moi. Ça m'a donné très envie de voir le documentaire que tu évoquais au tout début. Et d'écouter aussi Neil Diamond, parce qu'inutile de dire que moi je ne connaissais ce nom qu'en raison de sa mention dans la chanson I Give Good Parent de Crazy Ex-Girlfriend. J'avais même oublié ça. Tu sais, quand elle fait le small talk, of course Neil Diamond is playing music, ou je sais pas quoi. Voilà, vous nous donnerez votre avis sur ce film si vous l'avez vu. On voulait finir par des mentions de quelques autres petits biopics qu'on n'a pas vu ou presque pas vu, mais qui sont quand même sortis en 2025, notamment le film Maria, consacré à Maria Callas, un film de Pablo Larraín où Maria Callas est incarnée par Angelina Jolie. J'ai jeté un œil, j'avoue que ça m'a semblé sans grand intérêt. Après voilà, c'est peut-être que le sujet m'intéressait un petit peu moins que d'autres. J'ai trouvé ça très classique, notamment dans ce trope à un moment de crise quand la star n'est plus au sommet de sa gloire, parce que c'est plutôt la fin de la carrière de Maria Callas. Moi, je crois que j'aime bien mes biopics du berceau au cercueil, merci. Donc le truc vraiment peut-être encore plus classique, mais il y a toujours quelque chose qui me chiffonne quand on veut s'attarder sur un moment en particulier. Mais bon, bref, du coup, j'ai pas poursuivi, donc je pourrais pas en dire grand-chose. Et donc, je voulais mentionner aussi un film que j'ai regretté de pas avoir vu, mais que j'ai pas eu le temps de voir, qui est Deliver Me From Nowhere, le biopic de Bruce Springsteen, qui là aussi, je crois, se concentre sur un moment de crise de la vie de Bruce Springsteen, mais qui avait l'air pas mal quand même. De même que Blue Moon, le fameux film de Richard Linklater sur Richard Rodgers et Lawrence Hart, qui est aussi un moment de crise, il me semble, dans la vie des personnages, mais qui n'est pas sorti en salle. Moi, j'attends. Blue Moon, je suis désolée, mais bon, si c'est sur plateforme, je survivrai, mais ça, je veux tellement le voir, ce film. On en avait parlé lorsqu'on a fait notre épisode sur Rock Academy, mais Richard Linklater qui fait un film sur l'âge d'or de la comédie musicale, là, moi, j'attends ce film. Donc ça, on en reparlera. Je souhaitais aussi mentionner rapidement un film qui n'est pas vraiment une comédie musicale, mais quand même, Life of Chuck de Mike Flanagan. C'est une sorte de mélodrame teinté de fantastique, mais le film contient 2 séquences de danse, des duos hommes-femmes qui sont assez mémorables et qui parviennent à transmettre une vraie énergie et aussi une vision très joyeuse de la danse comme connexion entre les êtres et aussi comme passion à transmettre. J'ai trouvé ça vraiment bien et on sent que le film est inspiré par la comédie musicale, notamment la comédie musicale classique. On voit à plusieurs reprises à l'écran des extraits de Cover Girl, complètement improbable, le film de 44 avec Gene Kelly et Rita Hayworth qu'on avait passé au Ciné-Club. Donc c'est assez notable. Et à un moment aussi, on voit donc le jeune garçon qui regarde des films avec sa grand-mère. Il s'agit uniquement de comédie musicale. On voit un petit bout de West Side Story, Chantons sous la pluie, Cabaret, All That Jazz et donc Cover Girl. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des films pas forcément musicaux eux-mêmes, mais voilà qu'on sent influencés par tout cet univers-là. On en a donc fini pour les films et on va passer aux séries. Avec tout d'abord une série française, une série musicale française et même un feuilleton qui s'intitule donc Tout pour la lumière, le feuilleton quotidien estival de TF1 qui a donc été diffusé de juin à octobre et qui était coproduit, j'imagine, du coup, par TF1 et Netflix, et donc il y avait mis à disposition des épisodes sur la plateforme en simultané. Donc le pitch, ça se déroule dans une école de chant et de danse à La Ciotat. On suit les élèves en cours, mais aussi leurs histoires personnelles, et aussi les profs, puisque l'intrigue principale tourne autour de l'héroïne Victoria, qui est jouée par Joy Esther, qui est une ancienne chanteuse star, qui revient gérer l'école, donc, quand sa mère tombe malade, puisque sa mère est la directrice de l'école. C'est vraiment un soap opéra, dans la plus pure tradition.
dans le style, bien sûr, de soap opéra américain qu'on connaît, mais surtout de la part de TF1 dans le style de sa série Ici tout commence, qui se passe dans une école de cuisine. Donc c'est pareil, mais dans un univers de chant et de danse. Donc des rebondissements improbables, des comas, des incendies, des tentatives de meurtre, des identités cachées, des drames, des rivalités. Faut aimer. Oui, il y a énormément de rebondissements. J'avoue, sans doute trop de rebondissements pour moi. Chaque cliffhanger, chaque nouvelle histoire m'épuisait vraiment. Pour moi, c'était vraiment Plus belle la vie, meets Nashville, meets Empire aussi, at some point. Enfin, ouais, j'ai pas été forcément convaincue, alors que j'ai pas du tout d'a priori pour le coup, pour le genre. J'ai eu une période de ma vie lointaine où j'ai un peu regardé Plus belle la vie. Enfin, voilà, comment dire, je savais à peu près à quoi m'attendre. Ouais. Mais, comment dire, le reste ne m'a pas suffisamment intéressée pour surmonter cet aspect-là qui est un peu gamin. Ouais, les intrigues sont très inégales, tout comme la caractérisation des personnages. Certains finissent par être attachants, d'autres sont vraiment très très plats ou très très caricaturaux. Idem, le style de jeu est particulier, faut aimer ça. La dimension musicale va passer donc par les élèves qui prennent des cours, qui passent des auditions, qui répètent leur spectacle, un peu dans une tradition, on va dire, à la Fame. Mais faut pas non plus s'attendre à être dans Glee, Il y a pas vraiment de numéros musicaux à proprement parler, même si les personnages chantent et dansent souvent. Je trouve d'ailleurs que même sur le positionnement de l'école, c'est pas très clair, parce que c'est une école avant tout de chant. On voit que la plupart notamment l'ancienne star qui revient, c'est avant tout des chanteurs, chanteuses, mais ils font aussi de la danse. Mais en réalité, on peut quand même se demander pourquoi est-ce que ils apprennent aussi de la danse, parce que ils ont surtout pour viser. Alors moi j'ai regardé que les quelques premiers épisodes de la série, j'ai dû en regarder peut-être 6 ou 7, donc j'ai pas du tout une vue complète évidemment. J'ai regardé un peu l'ensemble des intrigues après sur Wikipédia, mais donc moi j'ai vraiment regardé juste le tout début de la série. Et on sait que le but c'est qu'il soit signé par une maison de disques. Il n'y a pas du tout la notion de jouer dans un spectacle. C'est pas du tout présenté comme une école de comédie musicale. Ce qui, je pense, m'aurait beaucoup plus intéressé déjà si c'était ce cas-là, parce que il y aurait aussi, par ricochet, on aurait parlé un peu de cet écosystème comédie musicale. Donc en fait, moi, je m'attendais vraiment à une ambiance Fame, mais à mon sens, ça fonctionne pas aussi parce que finalement, on comprend pas bien ce qu'ils font dans l'école. Et une grande partie de l'intrigue se recentre quand même beaucoup sur la gestion de l'école et les histoires de cœur entre les différents protagonistes, les menaces aussi de meurtre, voilà, et compagnie, plus que sur les ambitions artistiques des élèves. Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai vu, je trouvais que cette partie-là pêchait quand même pas mal. Et c'est ce qui m'a conduit à pas persévérer et consacrer plutôt mon temps à regarder les Jonas Brothers, tu vois. Non, moi, je fais des choix radicaux. Non, mais alors par contre, peut-être que c'est parce que t'as pas regardé... Enfin, je suis d'accord, c'est énormément les histoires personnelles et tout ça. Mais je pense que c'est la répétition, c'est le fait de voir énormément d'épisodes. Moi, j'ai tout regardé. Il y en avait 5 épisodes par semaine pendant de juin à octobre. Donc ça fait long. Mais c'est cet aspect-là qui fait qu'au bout d'un moment, l'aspect quotidien, en fait, permet de suivre les personnages très progressivement. Par exemple, on voit les personnages répéter plusieurs fois les mêmes chorés avant d'enfin les maîtriser. On les voit s'améliorer vocalement sur une chanson qu'ils sont en train de bosser, donc on entend plusieurs fois la chanson. Et je trouve que c'est le côté le plus intéressant de la série, même si, effectivement, ça ne remplit pas toute chaque minute de la série, c'est évident, qu'il y a beaucoup de choses vraiment pas bien écrites et pas intéressantes. Mais cet aspect-là que j'ai bien aimé, aussi parce que moi j'ai jamais vu Fame, j'ai jamais vu Windows Stress, donc je connaissais pas ce côté sur le long terme, suivre des élèves qui apprennent finalement la musique. Je voulais préciser que du coup, c'est aussi très adapté au mode de diffusion pensé pour cette série, donc notamment une diffusion linéaire, même si l'épisode était à disposition Netflix. C'est aussi une série où l'attachement se fait par un rendez-vous quotidien sur la longue durée. Moi, j'étais face à un truc de 90 épisodes à voir en 2 semaines pendant les vacances de Noël. Donc en vrai, je pouvais pas la consommer comme elle était censée être consommée. Donc faudrait que je reprenne le temps de la voir régulièrement au compte-gouttes. Enfin, même 5 épisodes par ici, 5 épisodes. Mais mon projet n'avait aucun sens dans tous les cas. Oui, après c'est pas indispensable de le faire. Je suis pas en train de te dire que c'est un grand chef-d'œuvre. Mais moi, je l'ai regardé en regardant tous les vendredis, je regardais les 5 épisodes de la semaine, en faisant un peu autre chose, soyons honnêtes, mais quand même.
Et donc j'ai quand même suivi tout ça, et il y a un moment où ça prend, quoi, où tu te dis j'ai envie de savoir ce qui leur arrive, que ce soit au niveau de leurs intrigues personnelles, mais aussi dans l'aspect artistique, parce qu'il y a au bout d'un moment tout un truc où il y a un producteur qui vient et ils doivent faire une espèce de concours pour être remarqués par le producteur, mais le premier producteur qui vient est une espèce de pervers. Il y a tout un truc aussi sur cette ça m'intéresse. Oui, il entretient une relation assez malsaine avec deux des élèves filles. On comprend qu'il les manipule, histoire de violence sexuelle. Bon, c'est évidemment expédié, hein, mais c'est quand même traité. Et sur l'aspect musical, donc je voulais redire que chaque personnage a sa chanson signature, qu'on entend plein de fois dans la série, que moi, du coup, dont je me souviens encore, hein, les chansons des différents personnages. Les chansons sont, peut-être que c'est à force de les entendre, mais je les ai trouvées plutôt correctes et représentant chacune plutôt bien son personnage. Et donc le fait, de réentendre ces chansons à chaque fois dans le fameux motif de la reprise, hein, à chaque fois, elles sont interprétées un peu différemment, avec des arrangements différents, etc. Enfin voilà, il y a des choses intéressantes sur cet aspect-là, même si c'est pas assez présent, bien sûr. J'aimerais qu'il y ait quasiment que ça, et c'est pas le cas. Je voulais juste noter au niveau du cast qu'on a des gens qu'on connaît, notamment Gwendal Marimutu, qui est une star de la comédie musicale française, qui a été notamment, quand il était plus jeune, Simba dans Le Roi Lion, et qu'il a fait un rôle un peu faible, je trouve, de mec complètement déjanté, mystico, machin. C'est dommage, parce que c'est un super comédien et il aurait pu avoir un peu plus à jouer que ça. Il y a aussi Vaik, qu'on a vu dans Molière, beau gosse torturé de la série, qui est pas mal, ainsi que Charlie Loiselier, qui joue Maddy, des jeunes chanteuses, des personnages que j'ai bien aimés, qu'on avait vu dans la série Russ. Tu te souviens, il y a quelques années, on en avait parlé aussi dans un des bilans de fin d'année. Et ces trois-là, c'est des anciens de The Voice. Et en fait, j'ai remarqué que TF1 a recruté pas mal de jeunes comédiens et comédiennes dans The Voice, en fait. Donc il y a une espèce de recyclage des talents de TF1, de The Voice à cette série. Mais série qui, malheureusement, n'aura pas de saison 2 au vu des résultats d'audience assez décevants. C'est un peu dommage dans l'absolu, parce que ça finissait sur un cliffhanger de malade qui était très très nul, hein, soyons honnêtes. Mais c'était quand même un cliffhanger de malade, donc j'aurais aimé savoir ce qu'ils voulaient faire pour la suite de l'histoire. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Maintenant, j'ai envie de savoir le cliffhanger. C'est à base de marre de sang et de... Bon, bref. Alors, autre série dans un tout autre registre, série musicale française, la série Ballroom, une série documentaire produite et diffusée sur France TV, et réalisée par Amandine Gay et écrite par Amandine Gay et Elina Gakou-Komba. Donc, Ballroom, c'est une plongée dans l'univers du ballroom, à travers la House of Revlon, qui est un groupe de performeurs LGBTQIA+, racisés. Donc c'est quoi le ballroom ? Moi déjà, je savais à peine ce que c'était, hein, soyons clairs. Donc j'ai complètement découvert cet univers. Venu de la culture queer afro-américaine, les balles, donc les balls, sont des compétitions où les différentes maisons s'affrontent dans des disciplines comme le voguing ou encore le drag. T'avais pas vu Pose ? Non. J'ai pas vu Pose et je pense que c'était une lacune. Parce que je savais que c'était ça, que c'était cet univers-là, mais comme j'ai pas vu Pose, je connais pas, quoi. La série donc fait le portrait de plusieurs membres de cette fameuse House of Revlon, d'où ils viennent, comment ils ont connu ce monde-là du ballroom, ce que ça leur apporte, comment ils préparent les compétitions, etc. Donc vraiment totale découverte pour moi. C'est intéressant parce que ce que j'ai bien aimé, entre autres, c'est que c'est pas une vision idyllique de cet univers. On voit que ça peut être un univers dur, où il y a de la concurrence, où il y a du jugement entre les différents artistes. Et aussi, dans la manière dont c'est raconté dans le documentaire, il y a une vraie narration, il y a vraiment du suspense. On est tout le temps en tension pour savoir ce qui va se passer. Et ça, je me suis dit, mais ça donne envie d'une fiction sur ce même sujet, quoi, parce que c'est hyper accrocheur, je trouve. Ouais, au début, du coup, je savais pas trop si c'était du documentaire ou de la fiction. Enfin, je veux dire, avant de le regarder, je savais pas, mais j'ai rapidement compris que c'était très clairement documentaire et que c'était très bien fait, parce que ça a beau être un documentaire, c'est très bien filmé, très bien monté, très bien écrit. On a vraiment des personnages mis en avant au sein de la house, on suit leurs histoires, hein, il y a presque différentes storylines sur 6 épisodes. Moi, vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé ça incroyable, de finesse, voilà, de façon de décrire cet univers. On s'attache vraiment à tout ce qu'on découvre.
Moi, j'avoue, j'avais quand même une petite idée de ce que c'était la ballroom culture, parce que j'avais vu Pose, mais je crois que je l'ai pas vu en entier, et ça m'a donné envie de terminer la série. Aussi parce que j'avais déjà vu, en réalité, Vinnie Revlon, mais sans le savoir, parce qu'il est venu à Metz pour les 10 ans du Centre Pompidou, et du coup, il a organisé un ball. C'est la 2e ou 3e fois d'ailleurs qu'il fait ça, et cette fois je m'étais dit je vais y aller pour voir ce que c'est. Donc voilà, j'ai assisté à un ball. J'avais aussi assisté il y a longtemps à un ball à Paris d'ailleurs, mais ou même plusieurs. Non, j'ai déjà fait quelques balls, voilà, donc j'ai une petite idée de ce qu'est le voguing, mais j'avais entendu parler de la série sans savoir que la série portait sur Vinnie Revlon que j'avais vu à Metz. Donc autant j'étais quand même un petit peu familière de cet univers que je connaissais surtout dans son versant américain. Ce que j'ai découvert, c'est cette culture banlieusarde. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, c'était quelque chose de très lié peut-être aux grandes villes américaines, peut-être à Paris. Tu vois, je m'imaginais que c'était un truc parisien parce que moi, j'en avais fait à Paris. Mais de savoir que voilà toutes ces personnes habitent à Rosny, enfin tu vois, je sais pas comment dire, à des lieux qui me sont familiers au moins de nom, tu vois, du 93. Pour moi, je sais pas comment dire, ça me semblait quelque chose que je pensais comme très étranger, qui finalement était tout à fait familier. Voilà, je dis juste à côté. Il y a toute cette culture-là. Ça m'a vraiment fascinée. Voilà. Et dans l'absolu, c'est logique aussi parce que c'est dans ces banlieues que vivent une grande partie des communautés racisées qui vont ensuite s'intéresser au ballroom. Enfin, tu vois, donc c'était très logique. Mais bêtement, moi, j'avais vu ça comme un truc parisien et pas banlieusard. Donc, pour moi, cet aspect-là a vraiment été toute une découverte et ça m'a hyper prise, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très très bien et je savais pas que la house avait performé pour les JO. Parce que j'avais vu évidemment qu'il y avait des moments de voguing lors de la cérémonie d'ouverture, mais ils ont fait vraiment, on le voit, c'est filmé dans la série, une performance pour les JO. J'ai pas bien compris quand, par contre. Et ce moment d'ailleurs, c'est super, voilà, où il y a ses parents, Vinnie Revlon, qui viennent le voir. Enfin, non, c'est vraiment super bien écrit. Au-delà du sujet qui est hyper plaisant, l'écriture m'a semblé fascinante par le choix des personnages, le choix des événements aussi sur la petite période où elle a dû les suivre. Non, j'ai trouvé ça génial et j'aurais tellement aimé qu'il y ait plus d'épisodes. Ça, c'est la frustration de la série assez courte. Ouais, c'est vrai. Et donc, nous arrivons à la fin de cette première partie, puisque, un peu comme d'habitude, comme tous les ans, on parle très très longtemps, donc on va encore une fois couper l'épisode en deux, l'épisode bilan. On a fini le cinéma et les séries. Et donc, on va vous retrouver très très bientôt pour la suite qui concernera tout ce qu'on a vu au théâtre. On vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous donner vos avis sur ces films et ces séries, si vous les avez vus, si vous les avez aimés, sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, on attend vos commentaires. Et on vous dit à très bientôt pour la suite de ce bilan 2025 dans un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt!